Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour vous parler des juridictions financières et de l'actualité qui s'y rattache, et plus précisément du projet intitulé JF 2025. Nous tenons tout d'abord à préciser qu'au jour où nous tournons cette vidéo, nous sommes le 14 février 2022. Et au vu de l'actualité changeante en la matière, nous vous invitons à compléter nos propos avec les évolutions qui vous seront les plus proches afin de saisir au mieux les enjeux que comporte le projet JF 2025. Tout d'abord, pour une meilleure approche du sujet, nous allons brièvement présenter les juridictions financières ainsi que leurs compétences. La Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des comptes, dites les CRTC, et la Cour de discipline budgétaire et financière, la CDBF, forment ce que l'on appelle les juridictions financières. Historiquement, la Cour des comptes a été créée par la loi du 16 septembre 1807. La Cour de discipline budgétaire et financière, la CDBF, quant à elle, a été créée par la loi du 25 septembre 1948. Enfin, les chambres régionales et territoriales des comptes, les CRTC, existent depuis la loi du 2 mars 1982, marquant l'acte 1 de la décentralisation en France. Les juridictions financières disposent à la fois de compétences juridictionnelles et aussi non juridictionnelles. En effet, dans leurs fonctions juridictionnelles respectives, la Cour des comptes avait pour but à l'origine de juger les comptes des comptables publics au niveau de l'État et au niveau des collectivités territoriales, et de contrôler la gestion des ministres et des autres ordonnateurs. Aujourd'hui, et ce depuis l'apparition des CRTC, la Cour des comptes juge les comptes des comptables publics au niveau de l'État. Ainsi, à leur apparition, les CRTC ont donc endossé le rôle de contrôle des comptes des comptables publics au niveau local, et cela allège la Cour des comptes de l'une de ses compétences. Enfin, la CDBF a pour mission de sanctionner les infractions des agents publics qui constituent des fautes lourdes ou des irrégularités dans la gestion des finances publiques. Du point de vue de leurs fonctions non juridictionnelles, la Cour des comptes et les CRTC disposent d'une compétence de contrôle. La Cour veille ainsi à la régularité, à l'efficience et à l'efficacité de la gestion au niveau de l'État, de ses opérateurs et des organismes de sécurité sociale, entre autres. Quant aux CRTC, elles examinent notamment la gestion des collectivités publiques de leur ressort. En plus de cela, la Cour des comptes est compétente pour certifier les comptes de l'État et du régime général de sécurité sociale, mais aussi pour assister le Parlement et le gouvernement dans ses missions d'évaluation des politiques publiques. Toutefois, pour plus de détails, nous vous invitons à visionner l'épisode 42, Juridiction financière, présentation générale, dans la playlist Droit public financier. Depuis plus d'une dizaine d'années, les juridictions financières ont su occuper une place centrale entre le Parlement et le gouvernement. Pourtant, ces dernières années sont marquées par une expansion de la dette publique, une perte de la qualité de la dépense publique et enfin un essoufflement de la LOLF. En effet, ce sont ces enjeux auxquels sont confrontées les juridictions financières, qui sont au nombre de 3. Tout d'abord, la soutenabilité de la dette publique, la qualité des comptes publics et enfin la confiance des citoyens. La vie financière publique est rythmée par de nombreuses réformes, rythme dans lequel s'inscrit justement le projet de réforme initié par Pierre Moscovici intitulé JF 2025. Ce projet a vocation à moderniser les juridictions financières dans leur ensemble, englobant ainsi la Cour des comptes, les CRTC ainsi que la CDBF. Et c'est donc au regard de ces ambitions que le projet JF 2025 se veut à la fois participatif, transparent et ouvert sur l'environnement des juridictions financières. Pierre Moscovici, nommé premier président de la Cour des comptes le 3 juin 2020, a initié ce projet très rapidement après son arrivée. À cet égard, dans son allocution du 4 février 2021, Pierre Moscovici a évoqué les raisons qui ont fait émerger un tel projet en déclarant que j'en ai eu l'intuition aussitôt arrivé ici et j'en ai pris l'initiative immédiatement. Dès ma prise de fonction en tant que premier président, j'ai annoncé ma volonté d'engager un grand chantier de transformation. J'ai lancé ce projet que j'ai appelé JF, comme juridiction financière 2025, c'est donc JF 2025, pour accroître le rayonnement et la force de notre institution dans les années à venir, pour la rendre tout simplement plus utile à nos concitoyens. Ce projet, il va nous aider à définir nos objectifs prioritaires à horizon 5 ans et faire en sorte que nos juridictions deviennent plus ouvertes, plus rapides et ainsi encore plus pertinentes pour le renouveau du service public.
Initialement, le projet JF 2025 a été présenté avec l'appui d'un document de présentation stratégique. Et c'est notamment sur ce document que nous nous sommes appuyés et nous vous invitons à le consulter sur le site de la Cour des comptes. Ainsi, le projet JF 2025 s'articule autour de 2 phases sur lesquelles nous reviendrons successivement. La première phase se consacre aux métiers et aux missions des juridictions financières. Cette phase comprend ainsi 12 orientations réparties en 3 ambitions stratégiques. Tout d'abord, des travaux plus diversifiés, plus rapides et plus accessibles au service du citoyen. Des métiers confortés et modernisés et enfin, un fonctionnement des juridictions financières plus agile et plus intégré. Parmi ces 12 orientations, nous retrouvons notamment la troisième orientation, qui est destinée à accroître l'impact de nos travaux auprès de tous les publics par une communication renouvelée. Le but est que les juridictions financières doivent mieux informer les citoyens en intensifiant leur effort de communication et en ayant pour objectif de s'adresser à l'ensemble des citoyens. Cela se traduit par le fait que 100% des productions de la Cour devront progressivement être rendues publiques, contre 60 aujourd'hui, et intensifier et diversifier les actions de communication telles que les vidéos, podcasts, dialogues avec les internautes. La 8e orientation est destinée à faire en sorte que la Cour des comptes devienne un acteur majeur dans la conduite de l'évaluation des politiques publiques en France. Les juridictions financières doivent donc renforcer leur capacité à évaluer l'impact des politiques publiques dans toutes leurs dimensions économiques, sociales et environnementales, en s'appuyant sur des compétences élargies et des moyens renforcés. Le projet JF 2025 prévoit de consacrer 20% des ressources des juridictions financières à l'évaluation des politiques publiques, contre moins de 5% aujourd'hui. Et à ce titre, sachez que la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite loi 3DS, définitivement adoptée en ce début de mois de février, crée une compétence d'évaluation des politiques publiques pour les CRTC, rapprochant ainsi leur mission de celle de la Cour des comptes. Les CRTC pourront donc être saisis par les présidents de conseil régional, départemental et de métropole. La 6e orientation, enfin, du document stratégique JF 2025 porte sur le régime de responsabilité applicable aux gestionnaires publics, ainsi qu'à la volonté de sanctionner leurs manquements. Comme nous y reviendrons plus tard dans la vidéo, cette orientation a trouvé sa traduction au sein de l'article 41 du projet de loi de finances 2022. La phase 2 se concentre davantage sur les moyens et s'organise autour de 6 orientations réparties en 3 ambitions stratégiques. Tout d'abord, conforter une politique de ressources humaines stratégique, proactive et centrée sur le personnel. Renouveler la culture managériale, pierre angulaire de la transformation des méthodes de travail. Et enfin, améliorer les conditions de travail de chacun pour l'épanouissement professionnel de tous. Parmi ces 6 orientations, nous retrouvons notamment première orientation, des parcours d'excellence et des perspectives professionnelles valorisants. L'objectif de cette orientation est d'offrir à l'ensemble des agents qui passeront par la Cour et les CRTC des opportunités de progression de carrière et d'acquisition de compétences nouvelles afin que le passage par les juridictions financières améliore l'employabilité. Car en effet, sur 70% des agents des juridictions financières, seuls 34% considèrent qu'il est possible d'y passer toute une carrière. L'orientation numéro 3, quant à elle, est consacrée à une culture managériale renouvelée. Le management est la pierre angulaire de la réforme des juridictions financières, et ainsi, cet objectif implique un renouvellement complet de la culture managériale de la Cour des comptes. Il s'agit ici d'en repenser les outils et de développer les formations. Et par exemple, cela se traduira par l'évaluation selon la méthode dite 360 degrés des managers, notamment par les présidents de chambre de la Cour et des CRTC, les présidents de section ou encore le secrétariat général de la Cour. Le document stratégique propose un échéancier de la mise en œuvre des propositions qui y sont formulées à la fois à la phase 1 et 2. En ce sens, il est possible de constater qu'une mise en œuvre dès 2021 a été envisagée, puisqu'au niveau de la phase 1, l'action numéro 18, relative à la création d'une chambre du contentieux à la Cour des comptes, est déjà effective. Il en va de même pour l'action numéro 25, visant à étendre la compétence d'évaluation des politiques publiques au CRTC,
puisqu'elle vient d'être adoptée par le Parlement, comme nous l'avons précisé plus tôt. Par ailleurs, certaines modifications proposées nécessitent une modification du cadre législatif et donc ne seront possibles qu'un peu plus tard. Non. La troisième partie de la vidéo sera l'occasion de faire des focus sur des points plus précis. Le projet JR 2025 a été l'occasion de prendre connaissance notamment de 2 rapports parus en 2020. D'une part, le rapport de Madame Stéphanie Damaret, professeure agrégée de droit public de l'Université de Lille, et d'autre part, le rapport de Jean Bassère, directeur général de Pôle emploi. Les issues évoquées dans ces 2 rapports sont relativement différents l'une de l'autre. Un exemple limpide, alors que le rapport Damaret évoque la suppression de la CDBF en confiance et compétences à la Cour des comptes et au CRTC, le rapport Bassère, quant à lui, propose de la développer. Plus précisément, le rapport Damaret propose notamment la suppression du DB pour les remplacer par une réparation du dommage pouvant être adaptée en fonction de la gravité des faits. Et par la même occasion, la suppression du pouvoir de remise gracieuse détenu par le ministre. Le but est de mettre fin à la théorie du ministre-juge, pourtant encore détenu par le ministre dans ce domaine. Plus largement, le rapport Damaret propose d'élargir les sanctions possibles à l'égard des comptables en instaurant la possibilité d'avertissement ou de blâme pour ne pas d'office le sanctionner par une sanction pécuniaire. Le choix de la sanction, soit par DB, soit par une somme non rémissible, était guidé par le fait de s'interroger sur la présence d'un préjudice financier ou non. Le comptable était condamné par un DB quand il y avait un préjudice financier et par une somme non rémissible quand il n'y en avait pas. Le rapport Damaret prévoit de supprimer cette notion de préjudice financier et de la remplacer par la notion de réparation du dommage causé. Le rapport Damaret propose également d'élargir le champ des justiciables à tous les gestionnaires publics, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui, avec par exemple les élus locaux. Dans la même optique, il propose d'élargir la possibilité à tous les gestionnaires d'interjeter appel. Le projet JR 2025 prévoit de réorganiser l'ensemble du schéma juridictionnel, notamment en créant une chambre du contentieux, mais nous y reviendrons ultérieurement dans la vidéo. Sachez toutefois que le rapport Damaret propose tout autre chose. Il propose en effet de garder les CRTC et la Cour des comptes en tant que juge de première instance. Un appel pourrait ensuite être interjeté devant une chambre spécialisée de la Cour des comptes. Et enfin, la cassation serait toujours possible devant le Conseil d'État. Le rapport Bassère propose quant à lui de maintenir la séparation entre les ordonnateurs et les comptables tout en mettant en place un cadre réformé avec l'internalisation des contrôles a priori et la bascule des contrôles budgétaires a posteriori et avec la suppression des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, les CBCM. Le rapport Bassère propose ensuite la suppression du régime de responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable. Il propose également de mettre fin à la fonction juridictionnelle de la Cour des comptes et des CRTC, tout en maintenant le statut de magistrat des juges financiers. Sur ce point, le rapport Bassère est en grande opposition avec les propositions du rapport Damaret, mais aussi avec le syndicat des juridictions financières. Enfin, le rapport Bassère propose de développer la CDBF, alors que, rappelons-le, le rapport Damaret évoquait justement sa suppression. À l'heure actuelle, nous pourrons faire un détour par tout d'abord l'article 41 du projet de loi de finances pour 2022, mais aussi par 2 travaux portant sur cette réforme du régime de responsabilité. Ainsi, tout d'abord l'article 41 du projet de loi de finances pour 2022. Ce dernier, intitulé « Habilitation à modifier par ordonnance le régime de responsabilité des gestionnaires publics », il dispose notamment que le gouvernement est autorisé, afin de créer un régime juridictionnel unifié de responsabilité des gestionnaires publics, à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, premièrement, sans préjudice des dispositions du Code pénal, de définir un régime d'infraction financière sanctionnant la faute grave relative à l'exécution des recettes ou des dépenses ou à la gestion des biens des entités publiques leur ayant causé un préjudice financier significatif, de réformer le régime des autres infractions actuellement prévues par le Code des juridictions financières ainsi que celui de la gestion de faits. L'article se fonde sur le fait que ce régime dual ne correspond plus aux réalités d'une gestion publique moderne, caractérisée par une imbrication toujours plus poussée des acteurs, des organisations et des systèmes d'information. Ainsi, il opère une transformation du régime de responsabilité des gestionnaires publics, ainsi qu'une réorganisation du schéma juridictionnel.
Le régime de responsabilité des gestionnaires publics a fait l'objet de nombreuses évolutions. En 1807, il s'agissait de juger les comptes et non les comptables. La réforme de 2011, s'appuyant sur la loi du 28 décembre 2011, a amené une progression. Depuis, il est ainsi possible de juger les comptables publics. Et en effet, le maniement des deniers publics nécessite un certain encadrement. De grands principes composent l'actuel régime de responsabilité des gestionnaires publics. Et par conséquent, la gestion publique ne peut se concevoir en dehors du principe de redevabilité pesant sur les intérêts financiers dont le gestionnaire public a la charge, comme sur les décisions qu'il prend et sur leurs conséquences pour la caisse publique. Mais aussi le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables issu du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable du 7 novembre 2012. L'exposé des motifs relatifs à l'article 41 du projet de loi de finances pour l'exercice 2022 nous précise que le régime de responsabilité dite personnelle et pécuniaire des comptables publics étant supprimé, l'ordonnance comportera également des dispositions relevant du domaine de la loi, de nature à garantir que les comptables publics continueront à jouer pleinement leur rôle de garant de la régularité des opérations de recettes et de dépenses. Cet article, devenu depuis l'adoption définitive du PLF l'article 168 de la loi de finances initiale pour 2022, ambitionne de mettre en place un régime de responsabilité financière unifié tout en supprimant la responsabilité personnelle et pécuniaire comportant de nombreuses insuffisances. La logique réparatrice initiale de la responsabilité personnelle et pécuniaire, conduisant à prononcer des DB à hauteur du montant des opérations irrégulières, peut aboutir à mettre des sommes conséquentes à la charge d'agents publics dans l'incapacité de les rembourser et nécessite la remise gracieuse du ministre. Certaines irrégularités formelles sont en effet dépourvues de conséquences pratiques pour la collectivité. La réforme de 2011 est venue nuancer le dispositif en distinguant les manquements ayant conduit à un préjudice financier et les autres. Toutefois, le juge des comptes a progressivement adopté une conception extensive du préjudice financier et cela a amené à remettre en question sa pertinence. En plus de mettre en place un nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics, le projet JF 2025 a également vocation à mettre en place un nouveau cheminement juridictionnel. Avant le projet JF 2025, ce cheminement impliquait que les ordonnateurs étaient responsables devant la CDBF, alors que les comptables publics étaient responsables soit devant la Cour des comptes, soit devant les CRTC pour les comptables au niveau des collectivités territoriales. Après un jugement rendu par la CRTC, le comptable pouvait interjeter appel devant la Cour des comptes. Un pourvoi en cassation était ensuite possible devant le Conseil d'État. Avec JF 2025, un tout autre schéma se met en place. En effet, en lieu et place de la Cour de discipline budgétaire et financière compétente pour les ordonnateurs et de la Cour des comptes ou des CRTC pour les comptables publics, la juridiction unifiée en charge de la répression de ces fautes, en première instance, sera une chambre de la Cour des comptes, et plus précisément la chambre du contentieux, comprenant des membres de la Cour et des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes. Afin de renforcer le droit des justiciables, une cour d'appel financière, présidée par le premier président de la Cour des comptes, sera instituée, composée de 4 membres du Conseil d'État, de 4 membres de la Cour des comptes et de 2 personnalités qualifiées désignées pour leur expérience dans le domaine de la gestion publique. L'appel sera suspensif. Le Conseil d'État demeurera la juridiction de cassation. L'article 41 du projet de loi de finances 2022, duquel est issu ce nouveau cheminement juridique, pose plusieurs problèmes. En effet, l'exposé des motifs précise que ce nouveau régime juridictionnel de responsabilité qui fera l'objet de l'ordonnance pour laquelle l'habilitation est demandée sera commun aux justiciables actuels de la Cour de discipline budgétaire et financière et des juridictions financières, c'est-à-dire l'ensemble des agents publics à l'exclusion des ministres et des élus, comme c'est déjà le cas actuellement. La réforme du régime de responsabilité des gestionnaires publics est un sujet discuté, voire disputé, comme le disait le premier président lui-même lors du colloque conclusif du séminaire itinérant de la Société française des finances publiques qui a eu lieu le 16 décembre 2021. En effet, cette réforme est un changement considérable. Toutefois, Pierre Moscovici partage les ambitions de l'ordonnance. Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire était devenu, selon lui et une majeure partie de la doctrine, inefficace. Il faut dès lors ne pas être nostalgique de ce qui ne fonctionne pas.
À son sens, la réforme proposée par l'article 41 du PLF 2022 est équilibrée. Par ailleurs, le Premier président se félicite d'avoir anticipé la création de la 7e chambre de la Cour des comptes. Elle sera composée de magistrats de la Cour des comptes et des CRTC. Il s'agit ainsi de la première cour unie et cela est un symbole fort. La responsabilité de Premier président, comme le confirme Pierre Moscovici, est de conforter la situation des juridictions financières et cette réforme participe à ce renforcement. Le Premier président a conscience qu'elle n'est peut-être pas parfaite, car ce sera le résultat d'arbitrage du gouvernement. Toutefois, il continue de penser qu'il eût été souhaitable, par exemple, que le champ des infractions soit plus large, mais toujours selon lui, la réforme va dans le bon sens. Or, il existe selon nous des risques liés à ce schéma de responsabilité réformé tel que l'article 41 le prévoit. Ainsi, la réforme dont les juridictions financières ont besoin s'inscrit dans cette optique de réforme unifiée, mais persiste des problèmes. Tout d'abord, l'utilisation de la voie de l'ordonnance est problématique dans la mesure où cela induit un contournement de l'étape clé du débat parlementaire. Il y a là également un cadre trop limitatif pour permettre de sanctionner les gestionnaires publics. Et enfin, il nous semble important de mentionner les efforts pourtant constants mais récents du juge financier pour améliorer son office. Et en effet, pour illustrer cela, on peut mentionner la décision de la CDBF du 9 mars 2021, CDC Entreprise, plan d'attribution gratuite d'actions, qui démontre une volonté de sanctionner plus sévèrement les erreurs de gestion. Ainsi, les juridictions financières tendent à se moderniser, à être plus adaptées, mais aussi plus accessibles. Cette transformation, prévue pour l'horizon 2025, nourrit abondamment le débat public, des parlementaires comme des praticiens. Ainsi, comme vous l'aurez compris avec notre vidéo, d'ici à 2025, nos juridictions financières seront amenées à connaître de nombreux changements.